La chute de l'URSS a été une surprise pour beaucoup d'entre nous, mais les causes et les prémices ont été perceptibles bien avant. On peut considérer de nombreux facteurs comme des éléments déclencheurs, mais dans notre film, avec l'aide de nombreuses sources et de nos témoins, nous essaierons de comprendre et d'identifier les raisons principales de l'effondrement de l'Union soviétique. Après le départ de Léonid Brejnev du poste de secrétaire général du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, PKUS, en 1882, deux autres secrétaires généraux sont décédés, Yuri Andropov et Konstantin Tchernenko. C'est alors qu'en 1985, Mikhail Gorbatchev, relativement jeune à l'époque, a accédé à ce poste. En avril de la même année, Gorbatchev a annoncé plusieurs réformes économiques visant à améliorer la situation socio-économique en URSS. La perestroïka a été lancée. En 1988, la 19e conférence du parti a eu lieu en débouchant sur la décision de créer un nouvel organe législatif suprême, le Congrès des députés du peuple de l'URSS. Pour son élection, la loi sur les élections des députés du peuple de l'URSS permettant d'avancer la candidature des députés sans en convenir avec le comité du parti a été adoptée à la fin de l'année. En mai 1989, le premier congrès des députés du peuple a eu lieu en remettant en question le pouvoir absolu de PKUS. En mars 1990, le troisième congrès des députés du peuple de l'URSS a eu lieu. Le pluralisme a été reconnu par les hommes de politique du pays. L'article 6 de la Constitution, qui déclarait le pouvoir absolu de PKUS, a été annulé. Gorbatchev a été reconnu en tant que président de l'URSS. Pendant l'été de 1990, au premier congrès des députés du peuple de la RSFSR, Boris Yeltsin a accédé au poste du président du Conseil suprême de la RSFSR. Son influence grandissait, et celle de Gorbatchev en tant que centre de l'Union faiblissait. Certains pensent que ce sont les idées de Gorbatchev qui sont la raison principale de la détérioration de la situation économique et de l'effondrement de l'URSS qui a suivi. Российская политическая культура, она властецентрична и персоноцентрична. Если бы все хорошее и плохое, происходящее в данный момент, связывает прежде всего с персоной, с личностью правителя. Mais en réalité, déjà, au début des années 1980, l'économie soviétique était dans un état de stagnation, ce qui a également mené au retard dans plusieurs domaines stratégiques, la science, l'industrie militaire et même l'agriculture. Même selon les informations officielles, en 1984, l'URSS a importé 46 millions de tonnes de céréales, ce qui ne lui permettait pas de concurrencer les économies capitalistes de pays occidentaux auxquels l'économie russe était idéologiquement opposée. Cela a donné l'impulsion principale au changement. Перестала прирастать, неспроста, поэтому ее очень быстро называли экономикой стагнации, и не была конкурентоспособна по сравнению с экономикой западной, на что был ориентирован идеологически Советский Союз. La croissance économique soviétique a commencé à se réduire dès le début des années 1970, à cause d'une inefficacité grandissante. En cause, la complexité croissante du système économique en place. À cause de la diversification de l'économie et de la hausse de la quantité des informations rapportées, le Gosplan, Comité d'État pour la planification, perdait progressivement de son efficacité parce que la complexité de traitement de ces informations avait augmenté face à la nécessité d'une cohérence totale de l'activité intersectorielle. Возможности роста. Знаете, что произошло примерно уже к 70-м годам? Вот, скажем, сталинская экономика, там, 30-е годы, 40-е годы, может быть, даже 50-е, она была небольшая, несколько отраслей. Вот, и эти несколько отраслей можно было управлять из единого центра. Что такое плановая экономика? Это когда планируете конечный продукт, там, трактор сделать,
А еще строите завод, который должен, этот тракторный завод, ему дали. И все это должно быть запланировано, все рассчитано. А когда у вас там не десятки, не сотни тысяч, а десятки миллионов всяких товаров надо производить, то плановая экономика перестает работать, это просто невозможно. L'autre facteur de la baisse d'efficacité a été l'intérêt mineur des sujets économiques dans le fait d'atteindre une efficacité maximale et d'obtenir un résultat factuel de leur travail. Плановая экономика. Сидят умные люди. Они все считают. И все должно, в конце концов, сойтись и обеспечить поступательное развитие экономики. Но для этого у людей должен быть мотив работать. А мотива этого по-настоящему не было. L'unique motivation était de remplir ou de dépasser le plan, car la rémunération en dépendait. Par conséquent, ce n'est pas le résultat factuel qui était dans l'intérêt de chaque acteur du système, mais l'accroissement de son propre profit grâce à la réduction du plan ou à la falsification, suite à quoi chaque acteur économique était enclin à amoindrir intentionnellement sa propre efficacité. Ce qui avait pour résultat la baisse de l'efficacité générale du système et la hausse des falsifications et de la corruption. La perestroïka englobait 3 programmes, la politique d'accélération, la politique de transparence, glasnost, et la nouvelle ligne en politique étrangère. Le plénum du comité central de PKES a approuvé en avril 1985 la politique d'accélération, Uskarenije. Elle avait pour objectif d'accélérer la croissance économique grâce à l'optimisation de l'administration, au remplacement de la direction du Gosplan, au renouvellement de l'appareil du parti, à la mécanisation massive basée sur les achats extérieurs dans la production, aux importants investissements de la construction mécanique, ainsi que grâce aux progrès scientifiques et techniques comme étant les bases de la modernisation d'autres secteurs industriels. Cette politique impliquait également la démocratisation des relations publiques et le développement de l'activité sociale de la population. То есть примеров неэффективности огромное множество. Результат неэффективности – то, что вместо развития к 90-му году пришли к резкому сокращению произведенного продукта. En 1987 déjà, il est apparu que l'effet escompté n'avait pas été atteint à cause des problèmes non réglés de l'économie planifiée soviétique et d'une approche pas assez rigoureuse des réformes, notamment en ce qui concerne l'administration et la répartition des ressources. Le sort de l'accélération a été fortement influencé par la chute des prix pétroliers et la catastrophe à la centrale nucléaire de Tchernobyl, avril 1986, qui a entraîné d'immenses pertes budgétaires. Au final, en dépit des investissements élevés, la politique d'accélération n'a pas eu l'effet escompté et a seulement aggravé la situation dans le pays. La situation était d'autant plus grave qu'au milieu des années 80, le prix du baril a commencé à chuter. La production de l'Arabie saoudite, selon le quota de l'OPEP, a baissé de 10,26 millions de barils par jour en 1980 à 2,5 millions de barils par jour en 1985, soit une division par 4 pour empêcher la surproduction et éviter l'effondrement des prix. Mais cela n'a pas stoppé la chute du baril parce qu'aucun autre membre de l'OPEP, pas plus que l'État hors cartel, ne sont empressés de diminuer leur production. En 1985, la situation en Arabie saoudite devenait critique et il a été décidé que la production pétrolière ne serait plus freinée. C'est ce qui a donné le départ à l'effondrement des prix pétroliers qui ont chuté de 61% en 1986. Comme l'indiquait l'économiste Igor Gaidar, à cause de la chute du baril, l'URSS perdait environ 20 milliards de dollars par an. Et sans cet argent, faute de disposer d'autres sources de devises étrangères, le pays ne pouvait pas survivre.
En mars 1986, s'est tenu le 27e congrès du PKES qui a approuvé la politique de transparence, Glasnost, visant à démocratiser la société, à ouvrir les organes publics et du parti à la critique et à lever la censure. C'était une tentative de Gorbatchev de gagner le soutien de société contre l'appareil conservatif du PKES. À terme, elle a permis de lancer le processus de formation de la société civile et l'apparition de partis d'opposition. Elle a complètement changé le climat au sein de la société soviétique et a rendu possible les manifestations populaires contre le comité d'État pour l'état d'urgence, entre autres. Quand il s'est avéré que l'accélération n'apportait pas les résultats nécessaires, il a été décidé en 1987 de remanier foncièrement le système de gestion de l'économie et d'emprunter des éléments de l'économie de marché. L'entrepreneuriat privé a été autorisé via la location d'entreprises à l'État et aux coopératives. On a aussi fait appel aux investissements étrangers. De leur côté, les entreprises publiques ont obtenu le droit de nouer des liens économiques extérieurs, notamment de créer des co-entreprises et de vendre librement une partie de leur production sur le marché extérieur. L'autonomie des entreprises s'est élargie. Dans le même temps, la majeure partie de la production, voire toute la production, était incluse par l'État dans la commande publique, exclue de la vente libre, ce qui privait les entreprises de toute liberté d'autofinancement. De plus, les collectifs de travail avaient reçu le droit, abrogé en 1990, de choisir les dirigeants de tous les rangs et du contrôle ouvrier de l'activité de l'administration, ce qui entraînait une baisse de la productivité du travail et un contrôle inférieur de la qualité des produits. La plupart des réformes de cette époque avaient ce caractère controversé et inachevé. Les secteurs politiques et sociaux de la vie de la société devaient également subir des changements avec l'introduction d'éléments d'institutions démocratiques, la politique de transparence, la nouvelle ligne en politique internationale rendant possible les investissements étrangers, mais ces mesures se sont avérées mortelles pour le système économique et politique bâti sur les principes socialistes du monde soviétique. Тогда начали брать элементы системы западной. Вот сначала там кусочки рыночной экономики, потом немножко демократии, потом устроили выборы. Вот. И в результате система управления посыпалась. Потому что система управления не может состоять из, значит, вот она будет вся плановая, а в нее кусочки рыночные вставить. Она не работала. Autre problème, le sommet du pouvoir et la société ne comprenaient pas ce qui se produisait réellement avec l'économie. Les statistiques diffusées par les ressources officielles étaient déformées et il n'existait pas de sources indépendantes. L'État monopolisait le traitement de l'information à son propre profit, ce qui provoquait une importante déformation de la situation pour les organes publics. Dans le contexte économique difficile de 1987 à 1989, ont été adoptées l'une après l'autre des lois incluant de plus en plus d'éléments de l'économie de marché et développant les idées de la perestroïka. Ces lois étaient néfastes pour l'économie planifiée soviétique à cause des contradictions entre les anciennes institutions de l'économie planifiée et les nouveautés. À la fin de l'été 1989, l'Union soviétique est entrée dans une profonde crise économique, sociale et politique. En avril 1991, les prix ont découplé. Cette mesure avait pour but de pallier le problème de déficit en réduisant le pouvoir d'achat des citoyens tout en utilisant l'argent obtenu pour tenter de sortir de la crise. Cela a sapé aussi bien la tarification en entraînant une hyperinflation que la confiance des citoyens. Le putsch de Moscou était une tentative d'écarter Mikhail Gorbatchev du poste de président de l'URSS et de changer sa politique. Il a été lancé par le comité d'État pour l'état d'urgence autoproclamé le 19 août 1991. L'armée, subordonnée au comité d'État pour l'état d'urgence, est entrée dans Moscou. Boris Yeltsin, soutenu par de nombreux manifestants, au moins 100 000 personnes, s'y est opposé. Yeltsin a finalement remporté la victoire dans cette confrontation. Cela lui a fait gagner une immense popularité dans la société et a davantage renforcé son influence. Finalement, les agissements des putschistes qui se sont soldés par l'échec et l'autodissolution du comité d'État pour l'état d'urgence ont provoqué l'effet inverse.
Ils ont seulement montré la faiblesse et l'instabilité du centre et ont ainsi contribué à la sortie rapide des républiques de l'Union et à leur refus de signer un nouvel accord d'union. Мы задавали такой вопрос в анкетах, и где-то за восстановление Советского Союза 15-20% больше не набирало. Au début des années 1990, le centre de l'Union était incapable de régler les nombreux problèmes accumulés dans les régions, ce qui a préparé le terrain pour l'apparition de conflits ethniques, ce à quoi a également contribué le grand mécontentement suscité par la politique du centre. Ce fut le cas par exemple dans les républiques socialistes soviétiques d'Azerbaïdjan et d'Arménie, où a éclaté le conflit du Haut-Karabakh qui a même entraîné des activités militaires avec la participation des forces antérieures. L'exode a commencé avec la République socialiste soviétique autonome de Nakhichevan. Après le Janvier noir, une violente répression d'une manifestation par l'armée soviétique qui a fait plus de 100 morts parmi les civils. Parallèlement, dans les républiques baltes et dans la République socialiste soviétique de Géorgie, les mouvements nationaux de libération devenaient extrêmement populaires pour les mêmes raisons. Au début du printemps 1988, dans la République socialiste soviétique d'Estonie, ont commencé des manifestations spontanées pour l'indépendance baptisées Révolution chantante, qui ont débouché sur l'annonce de la souveraineté de la République en novembre 1988. Des événements similaires se sont produits au printemps 1989 dans la République socialiste soviétique de Lituanie et de Lettonie, qui ont également conduit à la proclamation de la souveraineté. Le scénario général était la formation rapide de mouvements nationaux, des manifestations populaires et les vaines tentatives des autorités de les réprimer par la force en faisant de nombreuses victimes. Tout cela ne faisait que renforcer le mouvement protestataire et accélérer la proclamation de la souveraineté. Il faut faire la différence entre la signification de la souveraineté pour ces pays par rapport aux autres républiques qui ont proclamé leur souveraineté en été automne 1990, tout en gardant l'intention d'adhérer à l'Union des États souverains prévue. Le résultat majeur de ces événements a été la réduction de l'importance des organes de pouvoir de l'Union et le début d'un chaos dans la vie politique de l'URSS. Был все-таки хаос и совершенно спонтанные решения, принимаемые без чувства ответственности и прочее. L'affaiblissement de Gorbatchev en tant que centre a également été renforcé par la politique Yeltsin, visant à renforcer son influence en URSS. Par exemple, la réforme monétaire de 1991 a été utilisée par le gouvernement de la RSFSR pour officiellement accuser le centre de mener une politique économique antipopulaire. Néanmoins, parmi la population des autres républiques, pendant le référendum général de mars 1991, 78% avec un taux de participation de 80% se sont prononcés pour le maintien de l'URSS en tant que l'État uni. À l'issue de ce scrutin populaire a été préparé un nouvel accord d'union, mais sa signature a été empêchée par le putsch de Moscou. Les négociations qui ont suivi sur la création de l'Union des États souverains sont arrivées dans une impasse à cause des différends entre les républiques, aggravées par les profondes crises qui secouaient le RSFSR. Au final, dans ce chaos, la volonté du peuple n'a pas été exaucée et le 8 décembre 1991, l'URSS a cessé d'exister. Cette décision a été prise par les dirigeants de la RSFSR et des républiques socialistes soviétiques d'Ukraine et de Biélorussie, réunis dans la forêt de Bialovezia. L'effondrement de l'Union soviétique a prouvé l'inefficacité du modèle soviétique d'économie planifiée en comparaison avec les économies de marché. L'inconsistance de la voie soviétique de construction du socialisme ainsi que l'érosion naturelle des principales idées sur lesquelles l'Union soviétique avait été bâtie. Cependant, il est impossible d'expliquer entièrement la chute de l'URSS par l'inconsistance du socialisme en tant que tel, car bien avant l'effondrement, le socialisme était surtout réservé aux manuels, aux slogans et aux titres de journaux plus que réellement ancrés dans la vie et les aspirations quotidiennes des soviétiques. En plus, on pourrait supposer que l'effondrement de l'URSS est un processus historique logique. L'effondrement du dernier empire, estime le docteur S. économie Vladislav Inozemtsev. Mais ce n'est que l'un des points de vue.